Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci encore de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous faisons une conférence avec My Private Coach App. Je me présente, je suis Bérénice Boursier, fondatrice de l'application et nous avons créé une série qui est sur la réinvention à 360 degrés. C'est vrai qu'après ce que nous venons de vivre aujourd'hui, il faut se réinventer. Et alors aujourd'hui, j'ai invité deux spécialistes sur du cerveau, du comportement aussi, puisque notre sujet, c'est comment se réinventer, mais positivement, parce que c'est tellement important d'être positif. Comment l'être On va en parler aujourd'hui. J'ai Sébastien Dupont, qui est top, qui est expert en technique d'optimisation du potentiel. Il est préparateur mental dans l'armée de l'air, conférencier et formateur. Merci Sébastien d'être avec nous. J'ai Merci à vous. aussi invité Ala Poedi, qui est executive coach, spécialiste du comportement positif. Merci beaucoup aussi Ala d'être avec nous aujourd'hui. Et Merci pour ton intervention, Bérénice. merci. Alors, aujourd'hui, on sait que nous avons 98 milliards de neurones grâce aux neurosciences qui ont fait des progrès incroyables. On arrive à étudier le cerveau et le comportement du cerveau. Et dans ces 98 milliards de neurones, nous savons que nous pouvons changer notre façon de penser à tout moment dans notre vie, ce qui s'appelle la neuroplasticité du cerveau. Le cerveau peut changer de zone et de façon de penser à tout moment, mais comment on arrive à faire ça? À vrai dire, comment arriver à dépasser ces traumatismes et renforcer notre confiance en soi et bien entendu d'être plus heureux. Nos spécialistes aujourd'hui vont nous parler de ce sujet complexe qui est le cerveau et surtout comment optimiser ses capacités et devenir plus optimiste. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi qui as une grande expérience dans l'armée, donc des personnes qui ont des traumas, qui vivent ou qui ont vécu la guerre et qui doivent revenir sur leurs pieds et essayer d'aller bien dans leur vie au quotidien après. Oui, alors, effectivement, on travaille avec des gens, dans les armées qui accumulent les facteurs de stress et de fatigue. Alors, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, hein, le stress et la fatigue. Aujourd'hui, les chercheurs, se battent un peu pour savoir qui est à l'origine. Est-ce que c'est, la poule qui pond l'œuf? Est-ce que c'est l'œuf qui crée la poule? Bah, avec le stress et la fatigue, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Plus on est fatigué, et moins il est facile de prendre du recul sur les événements. On pourra faire peut-être une petite introduction neurosciences tout à l'heure si vous le souhaitez, mais Oui, on sait que sous grand état de fatigue, et les larmes viennent plus vite, on se met de plus en plus en colère, les qualités relationnelles sont de plus en plus complexes, et du coup, ça devient de plus en plus difficile de gérer ses peurs et de gérer ses états de stress. Donc, d'un autre côté, les états de stress, eh ben, ça perturbe la qualité du sommeil, par exemple. Donc, ça engendre aussi un état de fatigue. Donc, on travaille un peu sur ces deux aspects. Nous, dans les armées, on propose des outils aux militaires qui rentrent de conflits armés ou alors qui se préparent à y aller, à gérer eux-mêmes leurs états de fatigue, leurs états de stress, de façon à rester performants, comme je viens de le dire, en se préservant déjà dans leur qualité relationnelle, dans la qualité de gestion de leurs émotions, puisque les comportements automatiques parfois sont perturbés quand on est en état de fatigue ou en état de stress, mais je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc nous, on travaille un petit peu, oui, sur les états de stress, mais aussi sur les états de fatigue qui en fait permet d'améliorer ses capacités de gestion de soi et le capital santé d'un ordre général. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça au fur et à mesure de la conférence. d'accord. Donc, et tu nous donneras aussi peut-être tout de suite quel est un outil pour que ces personnes qui ont vécu des états de stress arrivent à aller mieux. Est-ce que tu peux nous donner un truc que tu mets en place pour optimiser leur faculté positive? Oui, alors il faut savoir que dans les armées, on a quand même cette chance et cette particularité de travailler de concert entre pédagogues, puisque moi je me considère plus comme un pédagogue que comme un thérapeute à part entière, et avec des psychologues. C'est-à-dire qu'en fait, le psychologue va se charger, lui, de traiter les traumas profonds, par exemple avec l'outil EMDR. Bon, moi je suis praticien moi-même, mais c'est compliqué d'une manière
d'une manière directe et franche de travailler avec les militaires de cette manière. On laisse plutôt les spécialistes gérer les traumas profonds avec cet outil-là. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif entre le thérapeute spécialiste du trauma type syndrome de stress post-traumatique, hein, puisque maintenant, on parle beaucoup de ça dans les armées. Et malheureusement, on en parle beaucoup, y compris maintenant dans le secteur civil depuis 2015 et la vague d'attentats, puisqu'il y a une grosse résurgence de syndrome de stress post-traumatique sur le secteur civil à cause des traumas profonds que la France connaît depuis quelques temps. Moi, je travaille un peu plus d'une manière prophylactique, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est-à-dire plutôt en prévention des traumas pour que les gens puissent anticiper les stress, les facteurs de stress ou les comportements de stress ou les réactions de stress qu'ils pourraient avoir sur le terrain. Donc, on est plutôt sur du travail soit préventif, soit sur de la gestion du symptôme, alors qu'on va laisser… Alors, la gestion du symptôme, ce n'est pas moi qui vais le traiter, c'est qu'en fait, je vais donner des pistes aux gens pour qu'ils puissent s'approprier certains outils pour pouvoir gérer des tensions musculaires, des boules au ventre, des j'ai mal à la tête, des je pense toujours à la même chose, etc. Alors, la porte d'entrée la plus simple, ça reste la respiration. Pourquoi? Parce qu'elle joue sur un facteur psycho-corporel. Il y a une porte d'accès très physiologique puisqu'on joue sur la mise en action du système nerveux parasympathique qui a donc le gros objectif de créer un état de détente assez rapidement. Mais surtout, c'est très facile d'accès et très facile à apprendre et à s'approprier certains outils. Alors, si vous voulez, je peux vous donner un outil tout de suite. Si vous avez un état de tension tout de suite et que vous avez besoin de vous défaire assez rapidement de cet état de tension, je vais vous demander de vous focaliser sur 3 points de détente. Ça va être le relâchement de la mâchoire. Vous pouvez le tenter tout de suite. Laissez la mâchoire se détendre et les dents se desserrer. Laissez les épaules se relâcher. Donc là, on est sur un deuxième étage respiratoire, comme si vous portiez de la lourdeur dans vos bras et que vos bras étaient de plus en plus attirés par le sol. Et je vais vous demander ensuite de mettre de l'élasticité dans votre ventre et de respirer autour ou dans votre nombril, comme si vous cherchiez finalement à améliorer l'élasticité, la souplesse de votre région abdominale. Et laissez-vous comme ça bercer pendant quelques instants par une respiration abdominale douce et confortable. Et assez rapidement, puisque là, ça a duré à peu près une trentaine de secondes, on est capable de faire chuter vite et bien des tensions corporelles et du coup de prendre du recul sur les événements. Et je vous donnerai des exemples tout à l'heure, peut-être un peu plus concrets sur du quotidien, de la vie de tous les jours, que ce soit familial ou professionnel. D'accord. Merci beaucoup Sébastien. Bon, ça c'est très facile à faire et pour nous, toutes les personnes qui nous écoutent et elles peuvent le faire là tout de suite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle aussi avec le Covid-19 de post-traumatique. Donc, c'est-à-dire il y a un traumatisme plus ou moins grand pour celui qui a vécu le Covid-19, soit par un deuil, soit par un éloignement, une séparation avec sa famille, soit par une séparation avec son pays. Donc, il y a des choses difficiles qui ont été vécues et donc, on parle beaucoup aujourd'hui de trauma par rapport à ce que l'on vient de vivre. Donc, des petites choses simples comme ça à mettre en place, c'est très important, à sachant que le cerveau va aussi s'adapter si on lui donne de la douceur, si on lui donne du calme, eh bien, il va le prendre parce qu'il va pouvoir se régénérer avec ça. Alors, Ala, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, que mets-tu en place avec tes clients sur le comportement positif? Oui, en fait, merci Sébastien. C'était très intéressant d'écouter parce que vraiment, ça concerne une partie de la population assez spécifique qui est vraiment dans des interventions un peu complexes et même souvent, on n'arrive même pas à imaginer quelle complexité d'intervention subissent ou effectuent nos soldats. Moi, j'interviens dans le domaine plutôt privé, je dirais, plutôt paisible et calme, c'est ce qu'on imagine, c'est-à-dire dans la vie privée professionnelle. Surtout, mes clients sont des chefs d'entreprise ou les décideurs qui ont des tâches, des responsabilités à gérer en permanence, tous les jours, du matin au soir. Ils ont des décisions à prendre. Et je peux vous dire aussi que malgré le fait que ça se passe dans la vie normale de tous les jours, le stress est égal aussi au stress des armées parce que
bien sûr, on sait très bien que le stress, nous créons nous-mêmes et c'est notre cerveau gentiment nous sert aussi nos pensées souvent négatives ou les pensées qui nous mènent, qui nous montrent le monde un peu compliqué. Et en réaction, l'organisme est tellement stressé que finalement, la cause qui peut paraître de l'extérieur toute petite, elle devient énorme. Et peu importe la cause, je dirais, la conséquence pour l'organisme est le même. C'est-à-dire, le client, la personne, elle va subir les conséquences du stress avec la perte du sommeil également, avec l'augmentation du corps, avec la perte de confort de tous les jours, avec aussi la détérioration des relations familiales, les relations professionnelles. Tout ça pour peut-être une cause qui paraîtra aux autres insignifiante, mais pour nous-mêmes, chaque cause vaut beaucoup et il faut prendre toutes ces causes, bien évidemment, avec beaucoup d'attention et d'importance et aussi les traiter. Donc, mes interventions concernent ces personnes et dans le travail, on revient à l'essentiel, on revient à soi-même et c'est là où, à l'intérieur de nous, en fait, nous avons toutes les solutions. Nous avons les solutions à tous nos problèmes qui existent ou les problèmes éventuellement que nous allons nous créer. Et l'essentiel, je dirais, c'est d'abord revenir à soi-même et comprendre en fait qui je suis, qu'est-ce que je fais là, quel est le sens de mes actes, de ma vie. Mais dans le sens très pratique, hein, sans aller dans les peut-être les laisser jouer son imagination aussi, ça aide beaucoup, mais tout simplement trouver le sens de sa vie de tous les jours. Et à partir de là, on se réapproprie sa vie, c'est-à-dire on essaye, on vraiment prend les choses en main. Et tout ce que se passe, on le fait en pleine conscience. Et j'aime beaucoup ça aujourd'hui parce que peut-être ça va vous paraître ou les mots qu'on entend souvent un peu pour rien et pour quelque chose, mais il y a un vrai sens quand on commence à pratiquer ça et quand on vit sa vie en conscience, c'est-à-dire on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, à nos projections dans le futur, à nos projets, la vie, elle prend plus de couleurs et on la gère, cette vie. Puisque, oui, je peux vivre les émotions négatives, je peux être n'est pas contente puisque je ne suis pas, je ne suis pas dotée d'un pouvoir inhumain, je ne peux pas gérer, bien évidemment, tout ce qui est les événements autour, mais je peux gérer ma réaction envers ces événements. Donc, si je gère ma réaction, je gère quelque part mon état, je diminue mon stress, puisque, ok, j'ai vu une situation désagréable pour toutes sortes de raisons, parce que quelqu'un m'a agressé ou parce que j'ai prévu faire quelque chose et ça n'a pas marché, ou tout simplement j'étais trahie même dans une relation familiale, amoureuse ou dans le monde professionnel. Ok, les gens peuvent me faire ça, là je ne peux pas gérer ces personnes, mais je peux gérer moi-même. Et donc, je n'agis pas à ça d'une manière catastrophique parce que je sais que c'est ma vie et demain, il aura un autre jour. Et même si aujourd'hui, ça me fait mal, j'accepte ça, oui, ça me fait mal, mais par contre, demain, je vais réussir, je vais me réveiller et je ferai autre chose parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui gère mes émotions. Ce n'est pas les émotions qui m'englobent et qui m'étouffent quelque part. C'est moi qui les gère. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la technique que Sébastien vient de donner. Moi aussi, j'ai ma petite technique parce que comme chaque coach, on a nos petites astuces et nos techniques à donner aussi à nos coachés pour gérer cette peut-être arrivée du stress, anxiété d'un coup qui arrive et on se sent très anxieux, on a une boule qui se crée au ventre. Moi, je propose à tout le monde aussi, vous pouvez le faire avec moi, comme on est dans les techniques. C'est tout simplement aussi, on se met tout droit, hein, on ouvre les épaules et on lève les yeux au ciel si on va le ciel, si on ne va pas le ciel, si on n'a pas la fenêtre juste au plafond. Et on respire 3 fois très profondément avec le nez et on expire par la bouche. Et ça fait... Est-ce que vous sentez à quel point ça, tout de suite, ça nous remplit par quelque chose de légèreté, ça enlève aussi des tensions.
En effet, le fait de se relever comme ça, de relever la tête, Lever la tête. ça détend la colonne vertébrale, il me semble, et surtout ça ouvre les poumons. Donc, c'est vrai qu'on se sent bien. Alors, Ouais. merci Ala, je voulais revenir un petit peu sur ça, c'est-à-dire sur les émotions négatives. Bien entendu, nous avons tous des émotions négatives. Il y a quelques années, une scientifique américaine a fait a écrit un papier, je ne me rappelle plus son nom, sur les émotions négatives qui sont la peur, la tristesse, la colère. Il faut les accepter. On doit les accepter parce que Oui, ça fait absolument. partie de la vie. C'est-à-dire que quand on accepte une émotion négative, on va plus facilement la transformer et ça ne va plus devenir l'ennemi de la personne. Mhm, Que si on mhm. ne l'accepte pas, eh bien, on va buter là-dessus et on va dire je ne veux pas être triste, je ne veux pas, Mm. j'en ai marre d'être énervée, je veux changer de comportement. Mais à vrai dire, on s'est créé un mur qui ne permet pas au cerveau de dépasser ce comportement-là. Alors, elle en avait parlé et aujourd'hui, on le sait en tant que coach ou en tant que psy. Donc, que quand on accepte une émotion négative, on va pouvoir la transformer. Donc, Mm. et ça fait Mm. partie aussi de la thérapie. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Oui, alors déjà, ce qui est important, c'est de comprendre, et là je suis entièrement d'accord avec toi, Bérénice, à partir du moment où on l'accepte, c'est surtout qu'on envisage qu'elle peut avoir une utilité, cette émotion-là. Alors que si on la refuse, ça veut dire qu'on finalement on se dit qu'elle ne sert à rien, au contraire, elle nous embête plutôt qu'autre chose. Alors c'est vrai qu'elle nous embête puisqu'elle est souvent difficile à vivre dans le corps, par exemple, et ça peut être une sensation qu'on peut gérer. Comme par exemple, tu parlais à là tout à l'heure de la boule au ventre. Alors oui, alors effectivement, il s'agit de l'accepter et de lui donner une signification, une utilité. Le problème, c'est que c'est tellement gênant des fois que c'est pas si simple. C'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir prendre du recul sur cette émotion-là, mais pour pouvoir le faire, il faut sortir de cette espèce de rouage, cette espèce de dynamisme dans laquelle il est très difficile de s'extirper. Alors, je vais vous conseiller de lire un livre. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la publicité sur ce webinaire, mais bon, le livre est Oui, très tu connu. peux. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, que je vais Oui, vous conseiller à tous de bien lire sûr. Bien puisqu'il parle très bien de ces mécanismes, de ces engrenages dans lesquels il est très difficile de s'extirper. Je vais vous donner une petite astuce. Si par exemple vous avez une boule au ventre, vous pouvez la moduler parce qu'en fait cette boule au ventre finalement n'est que la représentation, une espèce de modélisation de l'émotion que vous êtes en train de vivre. Et si vous avez une modélisation, une représentation, comme toutes les modélisations, il est possible de la transformer. Alors si c'est une boule, imaginez que cette boule, vous êtes capable par exemple, de lui donner une couleur différente, de lui donner un aspect différent. Si elle tournait sur elle-même, de la rendre lisse, par exemple. Si elle était très chaude, cette boule, c'est souvent le cas. On dit, j'ai une boule comme ça qui est peut-être dure ou alors chaude. On va essayer de voir simplement calmement, en respirant dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si on amène de l'air frais, je vais vous dire comment on peut faire tout de suite. Si on amène de l'air frais sur cette boule, simplement, on peut la rafraîchir ou on peut peut-être la rendre un peu plus immobile, peut-être plus malléable et donc plus acceptable. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Je vais revenir sur ce travail de respiration dont on parlait tout à l'heure. Je vais vous demander, par exemple, mesdames qui êtes avec moi aujourd'hui et puis vous, mesdames et messieurs, quand vous verrez le webinaire plus tard, je vais vous demander de vous concentrer sur votre respiration, là tout de suite, et plus particulièrement sur l'air qui circule à la base de votre nez. Et à D'accord. cet air, vous allez lui donner une température. Observez, ressentez que l'air que vous respirez à la base de votre nez est plus frais qu'ailleurs, agréablement frais. Et ce que je vais vous proposer, c'est sur une prochaine inspiration, d'inspirer l'odeur de l'air frais. Comme si vous cherchiez à ressentir l'odeur de cet air frais, une odeur agréable, et laisser cette odeur imprégner l'intérieur de votre nez. Faites-le sur une ou deux grandes inspirations, puis sur une prochaine, cette odeur, ça peut même être une couleur d'air frais, peut-être du bleu ou autre chose. Je vais vous demander de l'inspirer et de le ramener jusqu'à la gorge. Puis sur une prochaine encore, vous pouvez respirer 2, 3, 4 fois comme ça. Puis sur une prochaine encore, d'inspirer cette odeur, cette couleur d'air frais jusque dans votre ventre. Et mentalement, pourquoi pas même, de diriger cet air frais sur les zones que vous voudriez gérer corporellement. Est-ce que c'est votre boule au ventre? Est-ce que c'est des tensions dans les épaules? Et imaginez que cette couleur, cette odeur d'air frais,
qui est plein d'oxygène, un oxygène finalement qui est très bienfaiteur pour votre organisme. Ces molécules d'oxygène que vous êtes en train d'apporter par votre inspiration agissent directement sur les symptômes de votre stress, sur les ressentis de votre stress, et grâce à votre imaginaire et la façon dont vous respirez dessus, vous êtes capable de tranquillement laisser la modélisation se transformer. Par exemple, la boule, si elle était rouge, la laisser se transformer en une couleur plus sympa. Ça peut être du vert, ça peut être du bleu. Si la boule était chaude, grâce à cet air frais, vous pouvez la rafraîchir. Si vous aviez des grosses tensions dans les épaules, vous pouvez simplement ressentir plus de légèreté parce que vous êtes en train d'apporter de l'air dans les épaules. Bref, avec votre imaginaire, imaginez simplement que votre émotion, et donc le symptôme de votre émotion, ce symptôme très corporel, vous êtes capable finalement de le transformer pour que cette modélisation soit beaucoup plus acceptable. Et vous verrez que d'une certaine manière, si votre ressenti d'émotion négative était par exemple à 8, 9 ou 10 sur 10 des fois, cette émotion va diminuer dans l'échelle, dans l'intensité du ressenti négatif jusqu'à peut-être tomber à 3, 2, 1 ou dans tous les cas quelque chose de beaucoup plus acceptable. Et ça, c'est très rapide à faire, c'est très facile à faire, c'est très facile à apprendre. À savoir aussi que le cerveau, puisque la thématique, c'est quand même la neuroplasticité, le cerveau apprend très vite de ces expériences positives. Et plus le cerveau apprend et plus vous pratiquez ce genre d'expérience positive, plus rapidement ça marche. Et donc, mieux ça marche encore. Là, si tout à l'heure, il vous a fallu, si vous êtes allé jusqu'au bout de l'exercice, peut-être 2 minutes de travail de respiration sur cette inspiration, odeur, couleur d'air frais, agréable qui vient agir sur le symptôme, peut-être qu'une prochaine fois, il vous suffira que de 3, 2, voire une seule inspiration pour transformer rapidement votre symptôme négatif en quelque chose de beaucoup plus acceptable et donc à faire en sorte que votre émotion soit beaucoup plus gérable. Et à partir du moment où c'est gérable, c'est beaucoup plus facile de s'extirper de ce rouage interne négatif et effectivement de observer de quelle manière notre émotion finalement avait une signification. Peut-être un effet protecteur, parce qu'avoir peur, ça permet de se mettre des limites et d'éviter de se mettre en danger. Être triste, c'est un signal d'alarme. Être en colère, ça signifie qu'on a quelque chose à exprimer. Donc finalement, alors ce sont des exemples, parce que peut-être qu'à ces émotions, il peut y avoir d'autres significations encore, mais si j'arrive à m'extirper des rouages négatifs de l'émotion, j'arrive à faire fonctionner le cortex préfrontal de mon cerveau qui permet donc de mieux digérer l'émotion et de lui donner une vraie signification, mais on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur cette neuroplasticité et l'utilisation des différentes zones du cerveau. D'accord. Voilà. Merci Sébastien, parce que là, tu nous apprends déjà et tu apprends à tout le monde à contrôler ses émotions, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ala, et pas que les émotions te contrôlent. On a le pouvoir de contrôler ses émotions et de passer d'un état négatif, un état de mal-être, à un état de mieux-être. Donc, on a tous un pouvoir. Le tout, c'est de savoir par quel chemin aller et de trouver les bons outils pour y arriver. Je me permets, Bérénice, d'appuyer ce que tu viens de dire. C'est très intéressant. C'est que tu as un langage qui est extrêmement pragmatique et moi, ça me convient. Tu n'as pas parlé d'un état de mal-être, un état de bien-être. Tu as parlé d'un état de mieux-être parce qu'il faut être très pragmatique. Quand il y a quelque chose qui est très difficile à vivre, c'est pas parce que je fais 3 minutes de respiration que de suite, je vais être très positif, etc. Par contre, on s'engage sur un chemin. Et là, ça, pour moi, ça me convient bien. J'avoue que j'ai un peu de mal avec certains de mes collègues ou peu importe qui parlent d'un état de changement instantané sur des techniques un peu magiques comme ça. Moi, je C'est pas préfère vrai. parler de mieux-être Alors plutôt que voilà. de bien-être parce qu'il y a un état de progressivité Mhm. et finalement, on est responsable de ça. Et moi, j'aime bien cette notion de progressivité et de se mettre sur le bon chemin. Et après, finalement, ce sera le client, le patient qui sera ensuite libre d'avancer à la vitesse à laquelle il souhaite et surtout à la vitesse à laquelle il est capable d'aller sur ce chemin du mieux-être qui peut devenir effectivement après du bien-être. Mhm. Effectivement. Bien sûr, comme tu l'as dit, et on le sait, le cerveau va s'habituer à être mal, à aller mal. On est habitué, moi je le vois sans arrêt, des gens qui sont habitués parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent aller mieux. On ne le sait pas, mais quand on pose des questions, et surtout posez-vous la question, est-ce que vous êtes allé bien une fois dans votre vie? Donc, est-ce que vous êtes allé bien? Posez-vous la question. Rappelez-vous au moins une fois dans votre vie, lorsque vous étiez bien, lorsque vous souriez, que vous riez même, que vous étiez bien. Eh bien, quand on se rappelle de ça,
on va se réassocier à la personne. C'était pas l'autre, c'était pas le voisin, c'était pas le copain, la copine, c'était soi-même. Donc, on va se réassocier à soi-même et le cerveau se rappelle, il se rappelle ce qui est pas bon, mais il se rappelle ce qui est bon aussi. Il va se rappeler que vous êtes capable d'aller bien, que vous êtes capable de rire, que vous êtes capable d'être bien dans votre peau. Donc, il faut aussi se réassocier à soi-même. Comme je sais que tu travailles beaucoup avec les militaires, puisque tu es dans l'armée de l'air. Donc, bien entendu, ces gens-là qui ont vécu des choses difficiles, très difficiles, et qu'ils arrivent de leur mission eh bien, un peu cassés, même très cassés quelquefois, non pas simplement physiquement, mais moralement, eh bien, leur rappeler qu'ils ont eu aussi des bons moments dans leur vie. Peut-être c'était pas maintenant, bien entendu, mais c'était il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 15 ans, lorsqu'ils étaient ados, lorsqu'ils étaient plus jeunes ou lorsqu'ils se sont mariés, s'ils sont mariés, ils ont souri et c'était bien eux. Donc, c'est vrai que le cerveau, c'est votre meilleur ami comme votre meilleur ennemi. Donc, connectez-vous en permanence à ce qui est bon, mais n'allez pas le chercher ailleurs, mais allez le chercher chez vous-même. Donc, comme tu l'as dit, Ala, justement, nous avons toutes les ressources en nous. C'est pas la peine de prendre une béquille à l'extérieur. On a besoin, on se dit, tiens, pour aller bien, il me faut changer de pays, il me faut changer d'homme ou de femme. Pour aller bien, eh bien, il faut que je gagne au loto beaucoup de millions et puis là, ça ira très, très bien. Pour aller bien, j'ai besoin d'une grande maison. Oui, peut-être, mais d'abord, il faut trouver sa paix intérieure. Il faut trouver son bonheur intérieur, sa positivité intérieure. Donc, on peut avoir une grande maison, si on est triste, malheureux et négatif, elle servira à rien. Ça sert à rien. Donc, Absolument. voilà, on a toutes les ressources à l'intérieur et donc aujourd'hui, vous apprenez que votre cerveau, ça va devenir et ça peut devenir en permanence votre ami et votre meilleur ami à l'intérieur de vous-même. Vous l'avez, il est là. Donc, il est là, il est en haut, tout vient d'ici, hein, à vrai dire. Et donc, par des techniques très simples que vous êtes en train d'apprendre avec nos deux spécialistes, eh bien, vous allez changer l'état mental de votre cerveau. Donc, je ne vais pas rentrer dans le cortex préfrontal, comme tu l'as dit tout à l'heure, bien sûr, parce qu'on a plein de fonctions dans le cerveau, mais on peut, tout au long de sa vie, puisqu'on a 98 milliards de neurones, plus ou moins, on peut recréer de nouveaux circuits neuronaux, on appelle ça. Parce que c'est vrai qu'on travaille toujours et on pense toujours de la même façon. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, et vous êtes parmi ceux-là peut-être, font toujours les mêmes schémas de vie. Ils font toujours les mêmes rencontres, les mêmes problèmes. Donc, et ils ont toujours les mêmes personnes dans leur vie qui sont négatives. Mais pourquoi? Ça vient peut-être pas des autres, ça vient peut-être de vous-même. Et donc, le cerveau s'est habitué à vivre cette médiocrité, cette négativité. Et à vrai dire, après, on le prend pour soi et on pense que c'est comme ça. On se met une étiquette. On se met une étiquette. On ne peut pas faire autrement. Mais bien sûr, on peut faire autrement. Le tout, c'est de le décider et d'apprendre et de comprendre qu'on est capable tout au long de sa vie jusqu'à sa mort, donc d'aller bien et d'aller de mieux en mieux. Alors, Ala, toi, comment fais-tu avec ces gens qui sont ces chefs d'entreprise, ces personnes qui viennent te voir? Qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu leur dis? Oui, pour continuer aussi ton discours sur le cerveau, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement passionnant. On sait que notre cerveau, c'est juste 1,5 kg de graisse qui est dans la tête, et c'est un organe très ancien, le plus petit, qui quand même consomme plus de 20% de notre énergie. Donc, comme c'est un organe qui est programmé, en fait, l'objectif de vie d'un cerveau, c'est d'organiser notre vie, hein, de telle sorte qu'on consomme le moins possible d'énergie. Pour consommer le moins d'énergie possible, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire toujours les mêmes choses, puisque chaque nouveauté, ça nous fait consommer beaucoup plus d'énergie. Donc, le cerveau, qui est notre grand ami, mais surtout dans rien faire, ne bouge pas mon ami, non, la nouveauté, tu veux commencer le sport lundi, c'est pas la peine parce que tu vas trop consommer d'énergie. Reste à la maison, ne bouge pas, mange les trucs gras parce qu'il me faut des calories, parce que je ne sais pas, se dit le cerveau, qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne sais pas si demain j'aurai la nourriture. Donc, si je peux accumuler beaucoup plus de calories, ça me va très bien.
Donc, ce cerveau avec les pensées que nous avons, et quand on sait aussi que vous connaissez certainement dans l'université de Harvard, il y a un laboratoire qui est quand même assez exceptionnel qui étudie le bonheur au niveau scientifique de well-being. Et c'est là où on a fait beaucoup d'expérimentations de toutes sortes. Et c'est vraiment, je conseille à tout le monde de lire, même sur Coursera, par exemple, vous avez les cours sur les bonheurs donnés cette fois par l'université de Yale, aussi les universités américaines, parce que les Américains sont très portés sur l'étude de bonheur et c'est très bien d'une manière pratique. Donc, quand on sait qu'on a étudié d'une manière scientifique nos pensées, et on sait qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 75 000 pensées par jour, hein, c'était fait d'une manière très simple, les gens étaient là, et ils écrivaient tout ce qui leur passe par la tête. Et quand on sait que parmi ces 75 000 pensées que nous avons par jour dans notre tête, 90% des pensées, ce sont les mêmes pensées, les mêmes choses. C'est-à-dire, on pense toujours la même chose. Et quand on sait encore plus loin, quand on va encore plus loin, quand on sait que 80% de ces 90% des 75 000 pensées, ces 80%, ce sont des pensées négatives. On se concentre surtout sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous avons pas bien fait, ce que nous n'avons pas réussi. Quelqu'un a une expérience assez négative dans la vie. Donc, on sait que presque 3/4 de nos pensées par jour sont négatives. Donc, comment on peut imaginer d'être positif et d'être heureux dans la vie quand en permanence dans notre tête nous avons le même disque rayé qui tourne et qui nous parle que des choses négatives. Donc c'est bien évidemment quand on se rend compte de ça et quand on a les preuves de ce que se passe, on commence à travailler sur comment reprogrammer son cerveau en pensée positive. Et par quoi on commence? Ce sont des choses extrêmement pratiques. Hein. On ne parle pas que des choses un peu... voilà, c'est très pratique. Moi, je conseille déjà à chacun de tout simplement faire la liste des choses qu'il y a, des choses positives. Hein. C'est ce que tu disais, Bérénice, l'expérience positive. Et on prend et on se dit aujourd'hui, je fais la liste de tout ce que j'ai. Et c'est vraiment des petites choses. J'ai de l'eau dans mon robinet, voilà, ça c'est une expérience positive parce qu'il y en a que je vois aussi en consultation qui viennent et qui disent rien ne va, en fait, ma vie elle est horrible, rien n'est bien dans ma vie. Et alors, et on commence à reprendre par les petites choses, bon, mais vous êtes venu comment? En rendez-vous en voiture, donc vous avez une voiture, c'est déjà pas mal, vous avez pu remplir de l'essence, mettre l'essence dans la voiture, c'est déjà un bon point, donc vous avez vos enfants qui sont en bonne santé, parfait, c'est très positif, regardez, vous êtes habillé, votre chemise elle est très jolie, donc vous l'avez choisie, c'est un point positif. Et on commence par les petites choses, on liste tout ce qui est positif. Et à partir de là, il est vrai qu'il y a déjà les pensées qui viennent, ok, j'ai déjà tout ça, très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec cette liste? Je conseille par la suite, c'est de remercier tous les soirs, à la fin de la journée, on écrit une sorte de liste de gratitude, de remerciement par tout ce que j'ai vécu de bien et positif dans la journée. Donc, j'écris merci pour cette rencontre efficace, merci pour le petit déjeuner délicieux, merci parce que ma voiture a bien démarré, elle n'a pas été bloquée comme il y a une semaine, merci parce que ma femme m'a embrassé sur la joue, ou mon nom m'a appelé pour me souhaiter une bonne journée. Toutes les petites choses, même insignifiantes, on essaie de les marquer. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est vraiment extraordinaire, les personnes, les clients que j'ai vus qui étaient les plus dans les situations un peu de désespoir suite à des complications professionnelles ou même des ruptures aussi amoureuses dans leur vie privée, quand on commence à se dire que le soir, il faut que je fasse la liste de remerciements, du coup, la conscience se restructure de telle manière que dans la journée, on commence à remarquer les choses positives. C'est-à-dire, OK, on marque ça comme si on accumulait déjà une liste théorique dans sa tête pour la mettre par écrit le soir. Et j'insiste sur le point qu'il faut le faire par écrit, parce que l'écriture aussi, c'est l'une des activités humaines qui est une chose extraordinaire. Nous maîtrisons ça, ça ne nous coûte rien du tout. Nous avons juste besoin d'un crayon ou d'un stylo et aussi un bout de papier. Et écrire, ça nous met
dans notre l'humanité, puisque quand on étudie le cerveau, on sait très bien qu'il y a aussi nos points rudimentaires quelque part en profondeur qui sont exactement les mêmes bouts de cerveau que le cerveau de reptile. Et nos peurs viennent surtout de là parce que l'une des choses les plus importantes pour notre vie, c'est de survie. Hein, il faut survivre. Nos peurs sont vraiment amenées à nous garder en vie dans toutes les situations qui peuvent se représenter, soi-disant, qui représentent une sorte de danger pour notre vie. Donc, je vais t'arrêter 2 secondes, parce que là, je t'arrête 2 secondes. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé maintenant, tu parles du cerveau reptilien et il a très, très bien fonctionné en début de confinement. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Eh bien, il y a eu une ruée sur le papier toilette. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en France, c'était sur les pâtes, c'était sur des denrées. La farine. La farine, voilà, par exemple. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comme tu l'as dit justement, le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau de la survie, donc puisqu'on a tous un instinct, comme on dit, de survie, eh bien, va amener l'individu à ne plus fonctionner normalement. Donc, en tant qu'humain qui réfléchit. Exactement, le néocortex et le cortex ne fonctionnent plus. Et là, on est dans la survie. Et qu'est-ce qu'il faut dans la survie? Eh bien, c'est pour ça que l'on a vu ces derniers temps des gens à acheter du papier toilette, ils en ont encore pour 6 mois, hein, je pense, chez eux. De la farine, des pâtes, ils en ont encore, je pense, pour toute l'année. Hein. Oui. Donc, mais c'est parce que c'est comme ça. L'individu a son instinct de survie qui réapparaît dès qu'il y a un danger inconnu. Et que l'individu se sent attaqué. Et certainement, Sébastien, tu dois voir ça avec les militaires qui reviennent, qui ont vécu des guerres ou des missions difficiles. Donc, à ce moment-là, ils ont dû vivre ça. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Et je voulais voilà, juste pour finir sur cette partie, parce que tout le monde n'est pas allé chercher les papiers de toilette ou la farine, hein, quand même, on a remarqué. Donc, il y a une partie de la population, il y a une partie de... Oui, beaucoup, même en France, mais même partout dans le monde entier, on a vu les images assez rigolotes, je dirais. Mais ça veut dire qu'on arrive à contrôler son cerveau reptilien par d'autres réflexions très humaines. Voilà, justement la gestion des stress. Et quand je parlais de l'écriture, c'est très important, c'est mon 3e astuce et je vais les répéter là dès que je finis. Je conseille aussi de faire, c'est les pages matinales, c'est-à-dire tous les matins, quand on se réveille, et si on sent que on se réveille avec la tête lourde ou avec les pensées un peu aussi négatives en disant il y a des choses à gérer ou je n'ai pas les reproches qu'on fait soi-même ou on se projette à l'avenir parce qu'on se dessine l'avenir souvent en négatif grâce à nos pensées négatives qui vivent en nous en permanence, hein, tout est lié. Donc, le matin, je conseille de prendre tout simplement un cahier ou une feuille de papier où on écrit sans construire les phrases, sans donner le sens, rien du tout. Même avec les fautes d'orthographe, ça n'a aucune importance. On écrit, on devient humain, on prend le contrôle, l'humain prend le contrôle sur le reptile qui veut survivre et on écrit les mots, les phrases, les pensées, les visions, tout ce qui nous passe par la tête jusqu'à l'épuisement. Je dis à peu près, ça nous fait 3-4 feuilles A4, on peut s'arrêter plus tôt, mais au bout de 3 feuilles A4, on arrive à une sorte d'épuisement et vous verrez à quel point c'est magique parce que vous vous levez, vous êtes libéré de tout ça et vous avez plus d'énergie et cette énergie va vous permettre de construire votre journée d'une manière plus constructive. Donc voilà, pour répéter les 3 astuces que je viens de donner, c'est le matin, les pages matinales, écriture spontanée, chaotique, mais tout ce qui passe par la tête, jusqu'à l'épuisement des pensées. Quand vous commencez à penser qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, vous arrêtez. C'est bon, vous êtes au bon moment. Et aussi, bien évidemment, la liste de choses que nous avons positives dans notre vie. Et cette liste, vous pouvez en rajouter, mais sans fin, parce que vous verrez à quel point vous êtes riche déjà. Vous êtes riche de vos émotions, des gens qui sont autour, des bonnes intentions, des événements, des rêves, des pensées. Et aussi, 3e chose, c'est cette liste de gratitude, remerciements le soir avant d'aller se coucher et même au lit parce que j'ai mon cahier de remerciements. J'ai toujours de très beaux cahiers qu'on m'offre déjà et comme ça je les remplis avec un beau stylo. C'est un moment de pur plaisir et je remplis par les gratitudes à tout ce que j'ai
tout ce que je remercie de la journée, tout ce que j'ai vécu. Et vraiment, ça vous facilite la vie parce que c'est ça des petits points qui créent votre vie positive. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est d'être tout simplement dans le confort et dans l'équilibre avec soi-même. Ne pas se mentir et retrouver, quand vous retrouvez cet état, cet élan, cette vague, là où vous êtes tout simplement confortable à l'équilibre, voilà, on peut commencer à parler du bonheur. Hein? Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis en plus, Ala, merci, tu es vraiment très représentative de ce que tu viens de dire parce que tu es très lumineuse, tu es très souriante et c'est vrai qu'on a envie d'être comme toi. Merci, merci, merci encore. Alors Sébastien, est-ce que tu peux rebondir et tu peux nous parler encore, bien entendu, donc de cette plasticité neuronale et lâcher ce qui fait mal pour aller vers le bien. Donc, c'est possible. Alors, vas-y. Oui, je vais quand même préciser juste une petite chose, attention, parce que oui, alors c'est vrai que je suis militaire, mais j'interviens en conférence aussi dans les entreprises et auprès des particuliers, hein. Oui. Alors, par contre, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une expérience on va dire, de situations peut-être un peu extrêmes dans le contexte ou avec donc du coup, des fois, des réactions extrêmes. Donc, ça me permet de meubler ou plutôt de comprendre des fonctionnements justement un peu extrêmes du cerveau. Mais bon, ce qui marche chez les militaires dans des contextes extrêmes, ça marche aussi du coup un peu dans notre quotidien à nous tous, même s'il est un peu plus normal d'une certaine manière. Alors, je vais effectivement corroborer tout ce que Ala vient de dire, parce que déjà l'écriture, effectivement, c'est super important de travailler avec l'écriture, parler d'écriture intuitive, mais le gros avantage, c'est qu'en fait, l'écriture nous permet aussi de prendre le temps de prendre du recul. Parce que si je laisse les pensées défiler, elles vont très très vite, alors que quand je les écris, finalement, j'ai le temps de les observer, ces pensées. Ah tiens, là, j'ai le temps de les regarder, j'ai le temps du coup, des fois, parfois, de les corriger. Donc ça, c'est vachement sympa. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose là qui m'a beaucoup plu et c'est la manière dont je travaille. C'est qu'en fait, tu disais que on ne peut pas changer l'environnement. Par contre, on peut interagir sur le comportement qu'on a sur l'environnement et ça, c'est hyper important. C'est une des techniques phares qu'on utilise en technique d'optimisation du potentiel. On appelle ça la projection mentale de la réussite. C'est que, en fait, ce qu'on va définir, c'est déjà nos objectifs. Et dans la plupart du temps, c'est plutôt bien déjà d'en trouver un qui a de l'importance pour nous. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va travailler. On peut le faire aussi après une induction type hypnose ou avec un état de relaxation, mais on peut le faire aussi simplement avec un stylo, comme tu le disais. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, par exemple, avec les soignants pendant la crise Covid-19. On les a eus au téléphone pour leur proposer des séances en urgence pour leur permettre en fait chez eux de pouvoir se dire mais demain il faut que je retourne au combat. Et on a bien parlé de combat, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit, c'était Oui. presque un état de guerre finalement. Oui, il a Donc on parlé était de guerre vraiment dans… aussi. Bien Oui, sûr, on en oui, parle. Et même aux absolument. États-Unis, on a parlé de guerre invisible. Donc, Voilà, guerre exactement. Donc, invisible. Oui. finalement, on a traité les soignants comme on traite les militaires d'une certaine manière. Et ce qu'on a fait, c'est on leur a proposé des techniques, justement, via les techniques d'optimisation du potentiel, qui leur permettaient soit d'accélérer leur processus de régénération pour pouvoir récupérer un peu plus rapidement parce qu'il y a de l'accumulation d'états de fatigue ou d'états de stress, mais aussi de pouvoir se projeter positivement sur qu'est-ce qui me reste à faire et par exemple, demain, qu'est-ce que j'ai à faire. Alors, une technique qu'on leur a proposée et que je vais vous proposer aussi, c'est déjà définition d'un objectif. Par exemple, demain, qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui est important que je réalise demain? Et ça, cet objectif-là, je vais l'écrire. Cet objectif-là, je vais l'écrire, mais finalement, ce n'est pas tellement le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qui va découler de cet objectif une fois qu'il sera atteint. Je vais vous donner un exemple simple. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir en préparation mentale pour me dire demain, j'ai mon permis de conduire. Je voudrais que vous m'aidiez à aborder positivement mon permis de conduire parce que je suis tout le temps stressé, je dors pas très bien, j'ai déjà été en échec une fois parce que j'ai eu une conduite qui est pas très bien calée parce que j'ai eu des réactions un peu trop excessives au volant parce que je suis stressé. Alors oui, on a marqué l'objectif. L'objectif, c'est l'objectif conscient. L'objectif conscient, c'est je veux réussir mon permis de conduire. Mais c'est pas tellement ça la motivation de l'individu. Donc, ce qu'on va marquer en deuxième lieu sur notre bout de papier, ça va être notre petit 2, c'est à quoi va servir
notre objectif une fois atteint. Par exemple, si c'est mon permis de conduire, oui, je vais avoir mon permis de conduire. Quand je vais l'avoir, à quoi ça va me servir? Et là, on va voir qu'il va y avoir des bénéfices à ça. Des bénéfices auxquels on n'avait pas forcément pensé. Ça peut être des bénéfices inconscients. En hypnose, on parle des fois de bénéfices secondaires. Ça peut être par exemple, mais je me rends compte que quand je vais avoir mon permis, je vais être libre tout simplement. Et du coup, en fait, on va non pas travailler sur l'objectif qui était conscient au départ, mais on va faire révéler un deuxième objectif qui est finalement beaucoup plus important et beaucoup plus motivant. Et là, on parle vraiment justement de neuroplasticité, parce qu'on joue vraiment sur le fait de concevoir son objectif d'une autre manière. Donc là, ça, c'était la deuxième phase. On va écrire comme ça, comme tu disais, on va lister comme ça l'ensemble des conséquences positives qui vont découler donc de notre objectif une fois atteint. Mais là, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton discours tout à l'heure, c'est que tu disais, mais ok, mais de quoi je suis responsable pour que mon objectif soit atteint? Il ne suffit pas d'avoir de la pensée positive sur je vais bien, tout va bien. C'est qu'est-ce que je suis capable de mettre en place maintenant? Quelles sont mes capacités, en prenant du recul, hein, bien sûr, quelles sont mes capacités de façon très objective pour que je puisse construire mon projet de réussite. Donc là, on parle bien de construction. C'est-à-dire que je ne peux pas vendre du rêve à mon client en lui disant « c'est bon, on travaille avec moi, en claquant des doigts comme ça, votre projet sera réussi. » Non, c'est votre responsabilité. Maintenant, ce que vous allez faire sur votre papier, c'est que vous allez lister l'ensemble des qualités dont vous disposez. Quelles sont vos qualités comportementales? Quelles sont vos qualités dans la nature de vos pensées? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de dynamique? Et aussi, quelle est la nature de vos émotions? Et donc, en fait, on parle vraiment de ce triptyque-là en préparation mentale, c'est comportement, pensée, émotion. Et donc là, on va essayer de lister comme ça toutes les qualités dont on dispose pour construire notre projet réussi, enfin, dans tous les cas, construire la réussite de notre projet. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit agenda. Demain, j'ai mon permis de conduire. Pour que j'aie mon permis de conduire et donc que je sois libre, parce que ça, c'est motivant. C'est quelque chose de très attirant, ça, finalement. Une fois que je sais maintenant que mon projet, c'est ça, et que derrière, je vais être libre, de quoi je suis responsable et comment je vais organiser ma journée pour pouvoir construire mon projet réussi. Ça peut être déjà, la veille, il faut que je me couche à une heure correcte. Ça peut être, et là je vais rebondir sur ce que disait Ala, ça peut être, je peux marquer sur une petite feuille des choses un peu sympas qui vont me permettre déjà d'aborder ma nuit d'une façon un peu sereine et d'avoir des belles pensées pour que je m'endorme. Ça peut être le lendemain matin, je programme mon réveil à une heure bien précise, en prenant le temps, j'ouvre mes volets, je bois un verre. Et ça, tout ça, je le note. Jusqu'à la construction complète de mon projet réussi. Et ça, c'est très important de se focaliser là-dessus, sur non pas seulement les belles choses, mais de quoi je suis responsable et de quoi je suis capable pour construire ces belles choses-là. Parce qu'à partir du moment où je perds la notion de capacité, pour ceux qui sont spécialistes du stress, c'est une notion de stress parce que le stress naît à partir du moment où je sens des aptitudes chez moi pour faire face à un environnement et un contexte. Donc là, on se redonne en fait d'une certaine manière un sens, ça c'est important, mais aussi des aptitudes pour pouvoir construire notre réussite et notre quotidien. Donc soit on le fait sur, comme tu disais Ala tout à l'heure, sur un objectif important qui va avoir lieu demain, ou alors un objectif important qui va avoir lieu dans une semaine ou d'un mois. On évite les projets trop éloignés dans le temps parce que généralement, ce n'est pas très motivant. Je vais vous donner l'exemple concret d'un étudiant. C'est plus facile pour lui de se préparer pour des partiels qui ont lieu régulièrement plutôt que d'imaginer dès septembre le baccalauréat qui aura lieu au mois de juin prochain, même s'il est important. Quand c'est trop loin, j'y attache pas forcément d'importance et j'ai tendance à procrastiner dessus. Donc, c'est plus facile de se projeter sur des objectifs à court terme que des objectifs à long terme. Donc, choisissez des objectifs plutôt comme ça, à court terme, plutôt réalisables,
soyez pragmatique et objectif. Il faut que ces projets-là soient dans vos cordes. Si je suis un marathonien qui a passé mes entraînements pour faire 3 heures au marathon, si demain je m'inscris au marathon pour faire 2h30, a priori, je vais partir au casse-pipe. Et quand je vais m'en apercevoir, mes performances vont d'autant plus se dégrader. Donc surtout, on reste pragmatique et objectif. Et voilà, je viens de vous donner donc à peu près une technique comme ça en réutilisant le stylo d'Ala, et parce que ça me plaît bien, mais on peut faire autrement. On peut le faire debout et faire avancer la personne étape par étape. Voilà, on peut faire avancer la personne étape par étape à chaque fois qu'il y a finalement on avance vers le projet ou que la personne a l'impression qu'elle est en train de construire son projet, on la fait avancer comme ça, ou on lui fait monter des marches d'un escalier, par exemple. Il y a plein de choses à faire. Ou alors on peut utiliser la transe hypnotique ou l'état de relaxation, comme on le dit en technique d'optimisation du potentiel, pour que les effets soient d'autant plus forts, puisqu'on sait que en état de relaxation, en état d'hypnose, il y a des freins conscients qui ont tendance à tomber. Donc, c'est d'autant plus facile de travailler comme ça sur de la préparation mentale. Donc voilà, je viens de vous donner comme ça une petite piste. Je vais simplement rappeler définition de l'objectif, conséquences positives de l'objectif. Et là, j'ai tendance à être vraiment exhaustif. Il faut vraiment que la liste soit longue parce qu'il y a plein de choses qui peuvent apparaître. Ensuite, je vais lister l'ensemble de mes aptitudes, mes qualités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, physiologiques, comportementales, cognitives, émotionnelles. Et ensuite, je vais organiser tout ça sur un espèce d'agenda qui va me permettre de construire un planning de construction, comme ça, d'agencement de ma journée ou de ma semaine, peu importe, qui va me permettre d'arriver jusqu'à mon objectif atteint. Voilà. C'est super, merci. Merci beaucoup, Sébastien. C'est vraiment, je voulais rebondir parce que ça me parle. C'est exactement les techniques aussi que j'utilise. Bon, peut-être expliquer un peu différemment. Et surtout, voilà, la seule chose que je voudrais aussi rappeler à tout le monde, parce que les gens vont dire, oui, tu parles des super techniques, il y a une qui conseille d'écrire, l'autre qui conseille faire un plan. Oui, exactement, parce que ce sont des choses hyper simples. Mais la différence, c'est dans quoi? La différence, c'est qu'il y a les uns qui le font et les autres ne le font pas, tout simplement. Et chaque fois, quand on se le rappelle, quand on le fait, bah après, il y a un miracle qui arrive, on gère, on passe les examens, on est en pleine forme, on dort bien, on gère les relations. Pourquoi? Parce qu'on se concentre là-dessus et on fait des choses. Voilà. Et les choses, c'est pas très sorcier, je dirais. Alors, super, merci. Ok, alors donc ce que tu étais en train de dire, et toi aussi Sébastien, c'est-à-dire que la répétition est importante, c'est-à-dire on entend parler de répétition, la répétition donne l'excellence. Donc Oui. on est tous passés par apprendre à marcher. Donc l'enfant, quand il apprend à marcher, il est tombé, il y a une étude qui marque, je crois, 10 000, plus ou moins 10 000 fois avant de se relever et de tenir debout. Et après, eh bien, ça devient un homme qui va rester debout et qui a appris à marcher. Mais donc, pour apprendre, eh bien, il faut répéter les choses, les répéter, les croire aussi. Et ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire que toutes les personnes là qui nous écoutent aujourd'hui peuvent le faire, même si vous allez mal, même si vous avez été traumatisé, même si vous pensez que votre vie est terminée, que vous n'y arriverez plus jamais, eh bien, ce sont des pensées limitantes que vous avez. Donc, ok, elles sont là, d'accord, bon, elles sont là, ne vous battez pas avec, c'est trop compliqué, d'accord, elles sont là, mais essayez de passer à autre chose, puisqu'il y a des façons très, très faciles donc de gratitude, de ressources que l'on a. Et comme tu l'as dit, Sébastien, tout ce que l'on doit faire doit être atteignable. Et ne vous mettez jamais des objectifs inconsidérés. Ne commencez pas, tu as parlé de marathon, puisque moi aussi, je cours. Donc, et quand j'ai commencé à courir, et comme toi aussi, eh bien, tu commences par faire quelques courses, tu commences à faire 5 km avant de faire 42 km, bien entendu. Donc, on commence toujours petit à petit les choses. Donc, il ne faut pas, pour ne pas vous décourager, pour ne pas être dans la situation d'échec, eh bien, commencez petit à petit les choses. Donc, avoir de la patience, mais surtout être constant, le faire régulièrement. Et le silo, c'est vrai qu'il est très important parce qu'on a tellement de choses dans la tête, on a 75 000 pensées par jour qui reviennent. Donc, eh bien, le silo, l'écriture va structurer la pensée.
Donc, ça va donner un sens visuel, mental et kinesthésique à la pensée. Elle est là, elle existe, je la vois. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais moi, je garde tout dans ma tête ». Oui, mais il y en a déjà beaucoup de choses dans la tête. S'il faut en ajouter sans arrêt, eh bien, elles vont être perdues au milieu de ces 75 000 pensées qu'il y a. Ça ne sert à rien. Il faut se décharger, apprendre à se décharger. On a des téléphones portables, on a des agendas, on met tout dedans parce qu'on n'a pas besoin de se rappeler, de les mettre dans la tête, par exemple. On a des tas d'aides extérieures qui vont nous éviter de se stresser, de se mettre la pression. Donc tout le monde, vous êtes en train de le dire, tous les deux, hein, tout le monde, malgré le trauma, le traumatisme, malgré le mal-être, eh bien, peut s'en sortir, peut aller mieux par des techniques toutes simples, mais qu'il faut mettre en place. Il faut, de toute façon, pour commencer, il faut toujours le jour 1. Une fois, on commence une fois. La deuxième fois, eh bien, on le dit, eh bien, on a commencé, on connaît, donc il y a déjà une reconnaissance. Et la troisième fois, si on arrive à faire les choses 3 fois, ça va commencer, on va commencer l'habitude. Donc, alors habituez-vous donc à faire les choses pendant 3 jours d'affilée. Et le 4e jour vous semblera plus facile puisque vous l'avez déjà fait 3 fois. Donc, alors Sébastien, en ce qui concerne cette positivité, cette réinvention positive, alors quand tu nous parles de ces techniques que tu as avec ces militaires, ces gens qui ont passé des épreuves compliquées quelquefois, est-ce que tu les vois bien se développer? Est-ce que tu vois que ces gens vont bien après, ces militaires vont mieux après? Ah, on remet le micro. Il faut que j'active mon micro, oui. Ça marchera mieux, j'imagine. Oui. Oui, alors évidemment, moi je pars quand même du principe qu'ils ont la responsabilité de s'approprier de s'approprier les outils qu'on leur propose. Donc en fait, il y a quand même un contrat qu'on passe avec eux. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas envie de travailler avec nous, ils ne travaillent pas avec nous et ce n'est pas mon problème du tout, très franchement. Oui. Par contre, à partir du moment où il y a un partenariat, une espèce d'engagement, d'inscription de la personne dans cette volonté de s'inscrire dans cette spirale positive d'apprentissage de comment est-ce que je peux faire pour être et plus performant et de récupérer du bien-être et de l'équilibre interne. Oui, évidemment. Pourquoi est-ce que les gens on va dire, vont mieux et effectivement, pourquoi est-ce que c'est visible? Tout simplement parce qu'ils le veulent et tout simplement parce que la démarche devient individuelle. C'est-à-dire que c'est un petit peu la particularité de mon approche en technique d'optimisation du potentiel, c'est qu'en fait, on a une démarche qui est essentiellement pédagogique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de leur enseigner un panel d'outils pour qu'ensuite ils puissent se l'approprier et choisir comme une espèce de boîte à outils la technique qui va être la plus appropriée pour eux à un instant T. C'est-à-dire, ça peut être savoir se relaxer quand il le faut, savoir améliorer sa qualité du sommeil quand il le faut, savoir aussi se dynamiser quand il le faut, se dynamiser physiquement ou psychologiquement. Et là, ils vont choisir en fait la technique que je leur ai apprise et qu'ils auront peaufiné cette boîte à outils quand ils en auront envie. Mais en autonomie, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, ça veut dire que la démarche est très personnelle. L'engagement, du coup, devient très intéressant de la personne dans la séance. Et effectivement, quand ça se passe comme ça, quand il y a une répétition, puisque tu parlais de la répétition, quand il y a une répétition de la personne sur certaines techniques, finalement, elles deviennent de plus en plus ancrées. On parle presque limite de réflexe pavlovien. Si par exemple, moi, je vous ai parlé tout à l'heure de je desserre la mâchoire, je relâche les épaules. Moi, j'ai une technique, moi, qui est un peu flash comme ça. Si par exemple, je suis dans un supermarché et que je me fais doubler par une mamie, la mamie, je vais pas lui balancer tout de suite, je vais attendre un peu, je vais pas lui balancer tout de suite mon litre de lait dans le visage parce que sinon je vais me faire virer du magasin, a priori. Voilà. Donc non, je vais essayer de contrôler mes émotions, mais essayer de contrôler ses émotions, c'est une grande phrase un peu qui veut rien dire. Donc comment je fais finalement? C'est qu'en fait, je me remets de la stabilité. Comment est-ce que je fais? C'est que je mets du poids dans mon corps. Comme si je suis debout, ça va être le cas quand je suis dans un supermarché, a priori. Je suis rarement allongé dans les supermarchés. Quand je suis debout dans un supermarché, par exemple, je vais laisser simplement. Parce que non, c'est pas facile. non, c'est pas ça. Ah oui, non, je fais pas ça. Je mets de l'huile par terre et je fais pas. D'accord. Non, je me laisse enfoncer. Le démémé à l'horizon. Oui, non.
je me laisse enfoncer dans mes chaussures, par exemple. C'est-à-dire que comme si, en fait, il y avait toute ma colonne vertébrale qui se replaçait comme une pile d'assiettes, d'une certaine manière, qui se remettait à l'équilibre. Ça marche quand je suis debout, ça marche aussi quand je suis assis ou quand je suis allongé, je laisse venir du poids globalement dans le matelas, hein, si j'ai besoin de retrouver de la stabilité. Et ça, tout de suite, ça me permet immédiatement de sortir de ma spirale émotionnelle, donc là on parlait de la colère avec l'histoire de la mamie, hein, et de faire fonctionner beaucoup mieux mon cortex préfrontal qui me permet de dire hop, 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 c'est pas le moment n'est pas bien choisi pour envoyer ton pack de lait dans le visage de cette pauvre dame qui finalement peut-être ne t'a même pas vu. Donc, et ça peut sauver de certaines situations, hein. Donc, le truc, c'est qu'en fait, ça, je l'ai répété. J'ai répété plein de fois cet exercice-là. Et finalement, j'ai simplement besoin juste de le ressentir une demi-seconde pour que immédiatement, pouf, je puisse me sortir de ma spirale émotionnelle et prendre immédiatement du recul, prendre de la hauteur sur les événements, simplement par une approche très corporelle. Je mets du poids dans ma colonne vertébrale, dans mes chaussures ou par exemple dans ma tête, dans l'oreiller ou des choses comme ça. Et par la répétition, comme tu le disais, par l'entraînement, on obtient effectivement des effets qui sont très rapides. Mais pour ça, il faut que la personne soit engagée dans le processus d'apprentissage. Oui, j'ai bien compris où est-ce que tu voulais en venir. J'ai vécu ta séance comme une expérience. J'ai apprécié l'expérience. Maintenant, je me l'approprie. Je m'entraîne pour que je sois autonome et pour qu'en définitive, au bout d'un certain moment, je n'ai plus besoin du praticien et que je sois donc capable de gérer mon quotidien, de préparer mes objectifs. Et donc, comme je le disais, j'apprends à me relaxer, me dynamiser quand il faut pour que je puisse gérer finalement mes états internes et physiques toute la journée. Voilà. D'accord. Donc, on a bien compris, Sébastien, que si vous rencontrez Sébastien au supermarché, eh bien, Risquez rien. évitez-le. Non, justement. C'est-à-dire, si vous me voyez prendre une grande inspiration et que vous voyez mes épaules retomber, ça va. Si par contre, vous ne voyez pas ça, effectivement, faites un écart. Voilà. Voilà, on fait un écart, on fera un écart. Ok, très très bien. Donc, ce que tu as dit, Sébastien, c'est, je résume, je synthétise, c'est-à-dire il faut vouloir les choses. On ne peut pas Exactement. obliger, on peut pas obliger quelqu'un à aller bien s'il ne veut pas aller bien. Donc, il faut le vouloir et pour le vouloir, il faut le savoir aussi. Il faut savoir qu'on peut aller bien parce que bien sûr, le vouloir, mais si on ne sait pas, si on se dit oui, je veux aller bien, mais comment je fais? Donc, il faut aussi rencontrer les bonnes personnes qui vont vous diriger dans cette direction-là. Alors, justement, je me permets juste de conclure là-dessus. Oui. J'adore les processus d'intellectualisation des choses. En général, je donne des cours sur le stress. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui vient en consultation pour du top, même de l'hypnose, peu importe, hein, d'une certaine manière, j'adore lui donner des billes en fait pour comprendre les phénomènes. Parce qu'à partir du moment où je pense, c'est une croyance hein, peut-être de ma part, mais dans tous les cas, mon expérience me fait dire que ça marche assez souvent. À partir du moment où la personne a du recul sur des mécanismes qu'elle ne comprend pas à l'origine, ça lui permet en fait de normaliser, de désacraliser d'une certaine manière sa spirale émotionnelle et ses stress. Et pour moi, c'est assez intéressant de passer par ces processus un peu d'intellectualisation. Et c'est pour ça que les conférences, comme on est en train de le faire, où on explique des choses en ce moment aux gens, ou alors dans les entreprises, quand on va faire des webinaires ou des conférences en ligne, ou même en présentiel, eh ben, je pense que ça porte grandement ses fruits parce que ça permet de prendre du recul finalement sur tout ça. Et pour moi, c'est assez important. Donc, on joue aussi un petit peu là-dessus, c'est sur l'apprentissage théorique de certains mécanismes. Alors, certes, hein, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans quelque chose de très précis, de très scolaire ou voire même trop scientifique, mais je pense que c'est important de faire prendre conscience de certaines choses aux gens parce qu'en plus, ça les engage dans le processus. C'est toujours, encore une fois, ce phénomène d'engagement dans le processus. Mais pour, effectivement, comme tu le disais, d'une manière globale, si je veux aller mieux, il faut vraiment que j'en ai envie parce que c'est important pour moi. Il faut que ça ait du sens parce que si on m'oblige à être là, c'est un petit peu comme, tu sais, hein, si tu fais de l'arrêt du tabac par l'hypnose, si c'est ton mari qui t'envoie avec moi en séance simplement parce qu'il voudrait que tu arrêtes de fumer, mais que toi, au fond de toi, tu as toujours envie de fumer, c'est pas tellement sûr que les processus que je vais mettre en place avec toi, ils fonctionnent. Il faut vraiment que toi, tu en aies envie parce qu'il faut que ta motivation soit très intrinsèque. On parle de motivation intrinsèque là, hein. Donc, ouais, pour moi, ça me semble essentiel. Il faut qu'il y ait Oui, de l'engagement de la personne dans le processus. l'engagement est très important. Et aussi, lorsque vous êtes dans un processus, que vous devez démarrer un processus de changement, eh bien, changez aussi d'entourage.
Parce que quand on ne va pas bien, automatiquement, on va attirer et on est avec des personnes qui ne vont pas forcément bien, qui sont aussi elles-mêmes négatives, qui ne sont pas tellement ressourçantes. Et vous allez non pas avancer si vous continuez à être avec ces personnes-là, même si vous les aimez bien, changer d'entourage, même retrouvez-vous tout seul peut-être face à votre engagement de modification de votre état mental, parce que c'est un processus très particulier et en même temps qui est personnel. J'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de me sentir mieux dans ma vie, j'ai envie que ma vie change positivement, mais c'est personnel. Donc les gens autour de vous peut-être n'en ont pas envie. Donc, alors c'est pas parce qu'ils n'en ont pas envie que vous ne devez pas le faire. Donc, écoutez ce que vous voulez et c'est très important. Et après, commencez le processus. Et plus vous allez rentrer dans ce processus, ce travail d'aller mieux, de lâcher ce qui ne vous sert à rien, c'est-à-dire cet état négatif. Et vous allez aussi attirer de nouvelles personnes, attirer des personnes qui ont aussi eux-mêmes peut-être vécu un processus qui est similaire, mais qui vont bien et qui vont aussi vous ressourcer. Donc, il y a tout un environnement aussi qui va changer. Donc, est-ce que Ala, tu peux nous en parler de ça? Oui, bien sûr, surtout l'entourage, c'est extrêmement important, comme tu viens de dire, parce que quand on sait que nous sommes une sorte de la somme de 5 personnes que nous fréquentons le plus en ce moment, donc on peut aussi se poser des questions sur ce que nous voulons être dans la vie et ce que nous sommes dans la vie. Parce que si quelqu'un, par exemple, voudrait maigrir, mais il est toujours avec les personnes qui, à chaque fois, mangent, je sais pas, les choses très caloriques, qui ont des dîners aussi de plusieurs plats, etc., ce sera impossible de perdre ces kilos superflus. Ou si quelqu'un ne fume pas, il est entouré par ceux qui fument, à un moment ou à un autre, il va commencer à fumer parce que c'est obligatoire. C'est notre cerveau, il fonctionne de cette manière parce qu'il s'approprie de son entourage pour prendre comme les exemples pour créer après ces dominantes qui vont aussi prendre les décisions. En fait, bon, on va pas aller plus loin là-dessus, mais quand on sait que avant qu'on décide quelque chose, notre cerveau a déjà pris une décision pour nous, là, ça peut faire quelque part peur, mais n'allons pas jusque-là, la vie est belle. Ouais. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que, en effet, on peut arriver à cet équilibre, on peut se réinventer à partir du moment où on réfléchit sa vie, on a la responsabilité de sa vie, on contrôle sa vie, on sait ce qu'on fait, quand on a trouvé son sens de la vie. Et je dirais que c'est ça pour moi aussi, quelque part, la définition du bonheur, c'est de savoir maîtriser ses émotions, aussi être honnête avec soi-même. Et c'est là aussi, je vous donnerai une petite devoir à faire à la maison. Voilà, parce que quand même, il faut continuer et prolonger cette réflexion aussi après. Essayez de trouver votre définition du bonheur. Dites-vous pour vous, qu'est-ce qui me rend heureux? À partir de quand je me sens heureux? C'est quoi le bonheur pour moi? Et vous verrez que c'est pas si simple que ça de répondre. Et aussi, je dirais que bon, c'est ma vision du bonheur, hein, elle est très personnelle, mais elle vient aussi de plusieurs années de pratique, d'études, d'observation. Je vois que le bonheur n'est jamais à l'extérieur. Et à partir du moment où on sent que notre bonheur est à l'intérieur de nous, indépendamment de avec qui on est, où on est, on part quelque part, tu disais avant, par rapport à si on déménage quelque part, on quitte une ville, oui, mais on amène toujours soi-même dans une autre ville. Et donc, tout se passe à l'intérieur de nous. Et quand on sait que aucune quantité d'argent, aucune chose la plus magnifique ne nous rend pas heureux, c'est là où on s'est dit, bah, en fait, voilà, la vie, c'est quoi? Et c'est ce sens-là, votre réponse à ce qu'est le bonheur pour moi, pour chacun d'entre vous. Peut-être à partir de là, il faut commencer à chercher aussi quelques infos, les astuces qui peuvent vous aider et aussi le mot magique qui a été répété plusieurs fois aujourd'hui est faire des choses. Parce que la différence entre je sais mais je ne fais rien, c'est égal je sais rien. En fait, tout ce qu'on a appris, si on ne l'applique pas, si on n'utilise pas en pratique, si on ne met pas ces choses en pratique, ça ne sert à rien. C'est comme si on ne le savait pas. C'est exactement la même chose. Donc, comprendre ses besoins et aussi faire des choses. Voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Ok, alors donc ce que tu nous dis, c'est que tout le monde peut être heureux.
Le tout, c'est Absolument. de le savoir déjà, Mais quand on vous oui, le dit. oui, le Voilà. bonheur, c'est le travail. Il faut se dire qu'on n'est jamais heureux comme ça. Le bonheur, ça se travaille. Et à partir du moment où on commence à travailler là-dessus, c'est vraiment, ce n'est jamais un objectif qui est atteint. C'est le cheminement vers l'objectif. Et c'est ce cheminement qui fait cet état où on se sent en équilibre, malgré, comme j'ai dit au début, malgré les situations inconfortables, les émotions négatives qu'on peut subir. On n'est pas des robots. C'est tout à fait normal. Mais quand on accepte ça et quand on sait, OK, je tombe, mais j'ai décidé de me relever, je me relève et j'avance. Voilà, mais qu'est-ce que désirait le plus? C'est moi qui décide alors quand il n'y a aucune force extérieure qui va me forcer à faire des choses. Donc, aucune force extérieure, aucune mamie dans des supermarchés, aucun accès de colère quelque part parce que je ne suis pas content, mes attentes ne sont pas remplies. Quand on sait bien que tout ce que se passe, c'est moi qui gère ma vie, c'est vraiment le bonheur. Alors, je le souhaite à tout le monde. Ok, merci beaucoup Ala. Donc tout le monde peut être heureux. Le tout c'est de le vouloir, de l'expérimenter déjà et déjà essayer de l'expérimenter. Essayez de l'expérimenter. Si vous ne faites pas aucun exercice, restez quelque temps avec des gens heureux aussi. Ça va vraiment vous influencer parce que comme tu l'as dit, on va être influencé, le cerveau va être influencé parce qu'il voit ce qu'il entend et ce qu'il côtoie aussi. Donc, si vous êtes avec des gens malheureux, bien sûr, vous n'allez pas être forcément heureux. Donc, mettez-vous, rejoignez des groupes de gens sympas, heureux, avec lesquels vous partagez des moments agréables. Ça va vous apprendre à recommencer à sourire, à être plus positif, à aller mieux aussi. Donc, le bonheur, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se travaille, comme tu l'as dit, et pour le tenir et pour le garder, eh bien, ça doit sans arrêt, eh bien, on doit sans arrêt le nourrir. Le nourrir par des faits, par des gestes, par des pensées, par des exercices, par des choix de vie aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de vous. Mais quand on ne va pas bien, c'est vrai qu'on va le chercher à l'extérieur. On va chercher un petit peu à se nourrir à l'extérieur de ce que l'on n'a pas à l'intérieur. Donc, ce qui est Oui, normal. mais je dirais, tu sais, Béatrice, je dirais, je complète juste ce que tu viens de dire, ça peut aussi aider parce que, par exemple, si on ne se sent pas très bien, et même quand on est heureux, ça arrive, une petite séance de massage ou aller passer une journée au spa, je ne sais pas, je parle de mes petites choses à moi qui me font plaisir, ou même déjeuner avec des amis dans un super restaurant, ou même aller dans un endroit qui est sympathique, que j'aime me retrouver, c'est des choses extérieures, mais qui influencent notre ressentiment intérieur, qui, bien évidemment, par conséquent, aussi remet tout ça en état d'équilibre. Oui, aussi, bien Oui, évidemment. absolument. Alors, Sébastien, on va conclure. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton côté? Donc, Ala va nous parler du spa, des massages, donc des bons petits restaurants. Une liste longue hein, chez moi, c'était juste deux petites choses. Ok. Toi, de ton côté, avec l'expérience que tu as dans l'armée, qu'est-ce que tu peux nous apporter en complément? Je Mettons. réactive mon Voilà. micro. Vous voyez, ce coup-ci, j'y ai pensé. Et vous savez pourquoi j'y ai pensé? Parce que j'ai pris du recul. Et en fait, c'est exactement ça. Le concept, le concept, c'est un peu la prise de recul. Alors, j'ai l'habitude, quand je suis en formation, j'utilise cet exemple-là. Vous connaissez l'allégorie de la caverne de Platon. Vous savez, Absolument. Ah ouais. ouais, j'imagine que vous connaissez, mais peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Je vais vous l'expliquer, mais de façon très très rapide. Vous avez des gens qui sont enchaînés au fond d'une grotte avec la source de lumière qui sont derrière eux, et en fait, eux font face au mur du fond de la grotte, et en fait, tout ce qu'ils ne voient de leur réalité, finalement, ils ne voient que les projections des ombres, des choses qui passent derrière eux. Donc, ils voient des choses un peu déformées comme ça, mais pour eux, c'est la réalité. Et à aucun moment, ils ont la possibilité simplement de se tourner pour voir les choses autrement, c'est-à-dire de se tourner face à la lumière. Et en fait, c'est vraiment ce que moi, le petit conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de prendre le temps, de prendre du recul pour voir les choses de manière différente. Alors, si je peux vous donner un exemple simple, on peut l'observer très facilement quand on est en conflit avec quelqu'un. Si on est assis en face de quelqu'un et qu'en fait il y a un conflit comme ça qui apparaît dans une conversation, souvent les conflits apparaissent quand il y a un conflit de valeurs ou un conflit de croyances comme ça qui naît. Et puis on a deux gens comme ça qui paf, rentrent en conflit. Mais si on ne prend jamais la peine de sortir de sa position, de sa chaise,
et ben finalement, on sera toujours en conflit. Et observer, jouer ce jeu-là un jour. Alors, en programmation neurolinguistique, on appelle ça le changement de position perceptuelle. C'est-à-dire que c'est un peu une métaphore que je vais vous donner, mais je suis assis sur ma chaise là en ce moment. Et si je vous parle en ce moment à vous face à mon écran, je suis assis dans mes certitudes et dans mes positions. Et à un moment donné, ce que je vais vous conseiller, si vous êtes en conflit avec quelqu'un comme ça, c'est d'imaginer que, en fait, vous quittiez votre chaise et que vous allez écouter la conversation d'une position neutre, c'est-à-dire d'une troisième chaise qui serait un peu à l'extérieur des deux autres, simplement pour vous écouter parler. Et là, vous allez observer qu'avec ce changement de position, qui est en fait un changement de perception, vous allez pouvoir vous regarder comme ça. C'est ce qu'on appelle en hypnose ou en PNL un processus dissociatif. C'est-à-dire qu'en fait, je vais changer de ma position assise là pour me regarder. Et en fait, je vais me dire, mais en fait, vu d'ici, mais j'ai une sacrée gueule de con quand même. Je comprends bien pourquoi il n'est pas capable de m'écouter là. Parce qu'en fait, je me rends bien compte que je suis agressif. Je me rends bien compte que ce que je suis en train de lui expliquer, eh ben, peut-être qu'il n'a pas été éduqué de la même manière que moi, il n'a pas vécu les mêmes expériences que moi, et finalement, peut-être qu'il n'est pas en mesure de les comprendre. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il s'agit du coup d'aller dans son sens à l'autre, mais simplement de sortir de sa spirale émotionnelle parce qu'on a pris du recul et qu'on a pris une position en PNL qu'on appelle ça une position méta, c'est-à-dire une position un peu neutre sur l'événement. Au lieu d'être acteur, pendant quelques instants, je vais me placer en tant que spectateur de la scène que je suis en train de vivre. En fait, comme si j'étais en train de la regarder. Et puis là, je vais pouvoir prendre du recul sur les choses et de me dire, mais en fait, je me rends compte que la manière dont je suis en train d'interagir avec mon environnement, c'est pas la bonne. Je le vois là maintenant. Avant, je ne pouvais pas le voir de là où j'étais, mais quand je prends de la hauteur sur les choses, là, je le vois. Peut-être aussi que si j'observe même le contexte d'une manière différente, je vais pouvoir m'apercevoir que, en fait, je change un peu ma perception sur les choses et que, d'une certaine manière, je peux en tirer une expérience. Peut-être même que demain, je pourrais en tirer un avantage. Donc, en fait, c'est un peu ce que je vais conseiller à tout le monde aujourd'hui. À partir du moment où vous êtes capable, et attention parce que c'est très difficile à faire, plus les émotions sont puissantes, plus c'est un exercice qui est difficile à faire. Mais encore une fois, avec quelques exercices de respiration relaxante, avec des exercices de relaxation musculaire ou psychologique, ça devient possible de le faire. Prenez du recul sur les événements, positionnez-vous dans cette position de spectateur au lieu d'être acteur et observez la manière finalement dont vous pouvez changer parce que ce n'était pas forcément la bonne jusqu'à maintenant, mais de là où vous étiez, vous ne pouviez pas vous en apercevoir. Et ça, c'est assez facile à faire avec l'entraînement, avec quelques exercices d'induction à la respiration, à la relaxation. Et ça devient de plus en plus facile avec la répétition à l'entraînement. On revient toujours sur ce processus d'entraînement pour appropriation de la technique. On est vraiment sur la même longueur d'onde avec toi, Sébastien, parce que j'ai aussi pratiqué pas mal de gestion de colère, justement dans la période de confinement, parce qu'il y en avait vraiment une augmentation de demandes. Et moi, j'appelle ça sortir de la situation, faire un pas en arrière. Et je leur dis carrément, je dis à chaque personne, faites un pas en arrière. Et comme ça, vous verrez, comme pareil, tu dis, imaginez, moi, c'est voilà, on fait un pas en arrière et on voit la situation un peu de l'extérieur. Et c'est vraiment aussi magique, ça marche super bien. Oui, alors physiquement, malheureusement, c'est pas toujours possible de le faire parce que quand on est en réunion, par exemple, on peut pas physiquement s'extirper de la réunion, sauf si on a la permission de le faire. Mais par contre, on peut imaginer qu'on le fait. Si par exemple, on est sur un moment, un tour de table où c'est pas à nous de prendre la parole, on sent qu'il y a la colère qui monte comme ça. Et si dès que je sens qu'il y a cette colère-là, j'en prends conscience et je me dis, mais au moment où on va me donner la parole, si je reste dans cette colère, mais ça va être une catastrophe. Personne ne va pouvoir me comprendre. Je risque d'aller au clash, je risque d'aller au conflit. Et en fait, ça va être une espèce de spirale comme ça négative. Donc, je sens cette colère-là. C'est pas le moment de prendre la parole. Tant mieux, j'en profite. Je vais pouvoir juste simplement m'observer comme ça, dire, oh là, c'est une catastrophe. Prends le temps, apaise-toi. Et là, on va refaire ce petit jeu de projection mentale de la réussite. Ça va être bientôt ta prise de parole. Tu as quelques secondes pour imaginer que c'est bientôt à toi de faire. Qu'est-ce que tu peux mettre en place maintenant pour que ta prise de parole soit efficace et en sortant donc de cette colère-là. Donc, c'est un ensemble comme ça, imbriqué de petites techniques qui sont assez faciles à mettre en place. Adaptable à chacune situation qu'il faut Voilà, adapter. exactement.
Moi, j'intervenais auprès d'associations, voilà, pour la gestion des conflits, des maltraitances à l'intérieur des familles. Et c'est là où, voilà, je dirais, en réalité, parce que souvent ça se passe vis-à-vis, hein, on est en face de la personne à la maison. Et c'est là où je dis, tout simplement, sortez un pas en arrière. Et j'ai eu des retours aussi fabuleux. Ouais. Et, eh bien, juste pour compléter ce que vous avez dit tous les deux, qui est la même chose, en psychologie, on va faire une dissociation du moi, c'est-à-dire que là, c'est toujours un pas en arrière, c'est-à-dire au lieu de s'associer à moi et ma colère, moi je suis en colère, moi je vais mal, moi j'ai peur, eh bien, on va se parler à la deuxième personne du singulier. Tu, alors on va se tutoyer, donc on fait donc une dissociation et donc un pas en arrière, ou bien on fait un pas encore plus lointain qui va être le il. On va se parler à la troisième personne du singulier et on va se dire tiens, alors Ala ou alors Bérénice, tiens, comment elle est Bérénice? Donc comment elle devrait faire ça et ça. Dissociation, on se dissocie de l'émotion négative dans laquelle on est. Et donc ça, c'est très très facile. On peut le faire n'importe où, n'importe quand. Dès qu'on est dans un état qui va vous paralyser, un état qui est difficile à vivre. Donc, eh bien, juste respirer un peu et puis se dire, bon alors, qu'est-ce que tu as à faire? Donc, à ce moment-là, on n'est plus associé à l'état négatif dans lequel on était auparavant. Eh bien, écoutez, on va terminer cette conférence sur la réinvention à 360 degrés par My Private Coach App. Et je vous remercie beaucoup. J'espère que ceux qui nous ont écoutés, eh bien, auront compris qu'ils peuvent changer, qu'ils peuvent aller vers le bonheur. La route, eh bien, est là devant vous. Prenez-la. Donc, elle est longue, elle est pas longue. Enfin, ça dépend des individus. On est tous très différents, comme vous l'avez dit tous les deux. Mais elle y est, elle existe, elle existe. Donc, prenez-la, essayez et vous verrez. Donc, peut-être que vous allez vous habituer à être heureux. Donc, merci beaucoup, Ala, pour avoir participé à cette conférence. Ala Poétique et coach spécialiste du comportement positif. Merci beaucoup. Et qui fait partie de My Private Coach App. Et merci beaucoup Sébastien, qui est top, comme je l'ai dit, hein, il est top, c'est-à-dire il est expert en technique d'optimisation du potentiel et il fait partie aussi, il est sur l'application My Private Coach App. Merci beaucoup à tous les deux et j'espère que vous avez apprécié cette conférence et à bientôt. Au revoir.